Bonjour, je m'appelle Raph et je vous souhaite la bienvenue dans cette lecture d'article. Celui-ci s'intitule « Un autre monde est possible » et a été publié le 2 juillet 2019. Allez, c'est parti. Cela fait maintenant quelques mois que je suis de retour en France. J'avais lu moultes articles relatant la difficulté de revenir après un long voyage. Je savais. Pourtant, j'ai vécu de plein fouet ce que certains appellent le blues du voyageur. À la différence que je ne me sentais déjà pas chez moi dans l'Hexagone avant mon départ, et qu'en plus de vivre un manque et un décalage par rapport à mes proches, j'ai la confirmation certaine que ma place est ailleurs. Je le ressentais avant et en ai eu la confirmation lorsque, comme pour faire un état des lieux, j'ai commencé à photographier la nature et les paysages. Les pays néolibéraux dépensent toute leur énergie à faire la guerre aux vivants, et de ce fait, après des décennies d'objectisation de la vie, il est devenu extrêmement difficile en France de trouver un paysage non affecté par l'activité humaine. Que ce soit des lignes à haute tension, des routes, des maisons, des tranchées, des villes, ou encore des monocultures, seuls les lieux les plus arides résistent face à notre avancée mortifère. À titre d'illustration, il est bon de savoir que 9 mètres carrés de nature disparaissent sous le béton chaque seconde, soit l'équivalent de la surface de 1 à 3 départements par décennie. Et bien entendu, cela va en s'accélérant. Et ce fut un choc lorsqu'à mon retour, pour la première fois depuis 6 mois, j'apercevais le paysage français par le hublot de mon avion. Bien que les monocultures existaient également en Guadeloupe, elles étaient bien moins invasives. C'est ainsi qu'après avoir évolué si longtemps au milieu d'une nature intacte, dense et épanouie, observer toute cette étendue bétonnée brûlée et rasée m'a profondément bouleversé. Tout ce qui défilait sous mes yeux n'était que mort et désolation. Alors que les larmes me venaient, je me suis fait la promesse de continuer à résister et d'intensifier ma lutte contre ce système nauséabond. Nous ne saccageons pas seulement notre environnement, nous en faisons de même avec notre intérieur. Vous pensiez disposer librement de vos corps et de vos esprits? Au risque de vous décevoir, non. Comment, alors que l'État impose le programme et la méthode d'éducation de nos jeunes aux écoles, peut-on encore croire développer notre propre pensée? Comment, alors que 90% des médias appartiennent à une poignée de milliardaires, les 10% restants étant publics mais gérés par des lobbyistes, peut-on encore imaginer disposer d'un libre arbitre? Bien sûr, la réalité est terriblement plus sombre et tout est mis en œuvre dès notre plus jeune âge et jusqu'à notre mort pour nous priver de nos émotions et nous plonger dans une concurrence féroce. Le malheur des uns fait le bonheur des autres, paraît-il. Et nous devrions nous contenter de ceci. Et nos corps? Quelques lignes suffiront à démontrer que nous n'en avons pas la pleine propriété, la plupart d'entre nous s'en dépossédant la majeure partie de leur temps réveillé en échange de peu de sous. Bien souvent pour effectuer des tâches que l'esprit n'a pas envie de faire, soit dit en passant. Mais s'ils se détournent de l'allocation de leur corps à la société, comment peuvent-ils espérer survivre? Alors si nous n'avons pas la liberté de faire ce que nous voulons, comme nous le voulons, quand nous le voulons, pouvons-nous toujours défendre l'idée que nous sommes libres de disposer de nos corps? Un exemple concret pour illustrer tous mes précédents propos est le suivant. Tout le monde est malheureux d'être responsable de la 6e extinction de masse des espèces, ça ne fait aucun doute, mais personne ne pense avoir la liberté de changer de mode de vie. Traduisez ces deux phrases par « le système néolibéral détruit le vivant » et « le système néolibéral a servi les humains pour en faire ses outils de destruction ». Et pourtant, un autre monde est possible. L'humanité ne traverse pas sa première crise ni son premier changement de régime. La liberté suivant toujours son cours étant aussi maîtrisable que les éléments, c'est-à-dire pas du tout. Si Rome ne s'est pas faite en un jour, son déclin non plus. Pourtant, lorsque les Wisigoths s'emparèrent de la ville, les peuples crièrent à la fin du monde. C'est ainsi que Jérôme de Palestine écrivit « Avec une ville, et une seule, est mort le monde entier ». C'était en 410 après Jésus-Christ. Et en effet, après presque 1000 ans sous le régime de l'Empire romain,
Il devait être bien difficile d'imaginer comment continuer d'exister. Pourtant, nous nous en sommes sortis et nous sommes là, à faire les timides face à un changement drastique, mais très excitant, de système après seulement un siècle d'égarement. Bien que c'en soit une, je n'aime pas parler de révolution. C'est un mot que j'utilise très peu. Très certainement parce que la Révolution française fut violente et menée par des privilégiés et que, sans surprise, la société actuelle est basée sur ce modèle dans lequel les plus aisés conservent et assurent leurs acquis par la force. Non. Pour partir sur des bases saines, le changement doit être universel et s'effectuer de façon sereine. Il est temps pour l'humanité de s'appuyer sur ses savoirs, ses expériences, son histoire, pour construire et reconstruire ce qu'elle a saccagé. Il est temps qu'elle fasse la paix avec la nature, donc avec elle-même. Nous devons reconnaître, accepter nos erreurs, ne pas nous en vouloir, car il est vrai que ce dernier siècle fut stimulant. Nous avons fait plus de découvertes que jamais les autres civilisations réunies n'en ont faites. Nous avons créé la voiture, l'avion, la fusée, le satellite, avons inventé la télévision, Internet, avons développé l'eau courante, l'électricité, les soins, avons pris conscience du droit des femmes et des LGBT. Si bien des combats restaient à mener, il y a malgré tout vraiment de quoi s'enorgueillir. Et si maintenant, nous mettions toute cette connaissance et tout ce savoir-faire au service de notre environnement? C'est sans doute le défi le plus exaltant de l'histoire de l'humanité, bien loin devant la conquête de l'espace. Parce que s'atteler à le faire démontrera à quel point l'humain est un être ambitieux et sait rester solide face à la difficulté. Mais surtout parce qu'enfin nous aurons l'opportunité de mettre en application toutes nos valeurs positives comme l'amour, l'entraide, l'empathie, le respect et encore le partage. Nous pourrons revaloriser la croissance intellectuelle, la connaissance et la science. Et enfin, nous aurons la chance de reconstruire en nous basant sur toutes les richesses précédemment citées, un monde dans lequel nous serons en symbiose, dans lequel nous remplacerons la destruction contre de l'harmonie, dans lequel l'objet sera moins intéressant que le vivant et dans lequel la domination fera place à la résilience. Alors, nous lirons l'histoire d'aujourd'hui et comme nous en avons la sensation pour bien d'autres périodes, la considérerons comme extrêmement sombre, mais surtout très absurde. Et nous pourrons être fiers d'avoir fait preuve d'un fantastique courage collectif et de nous être opposés à l'horreur du néolibéralisme. Oui, ma place est ailleurs, dans cet autre monde que nous allons construire. Le pouvoir est entre nos mains. Voilà, cette écoute est terminée. J'espère qu'elle vous aura été agréable et intéressante. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur les réseaux open source et décentralisés qui sont Mastodon et Peertube. Vous pouvez retrouver les liens tout en haut du site. Allez, bye bye.